tout le monde, bienvenue dans l'hebdo de ce vendredi en compagnie d'un invité que vous saurez apprécier puisque je vais le faire apparaître dans quelques secondes. D'ailleurs, en plus, ce qui est pratique quand on est sur Twitch ou en vidéo, c'est que son nom est écrit sous sa photo. Hop. Il s'agit de Xavier Henrion, dit Xavier, dit Xav, l'homme aux multiples noms dans la BD. Une carrière je ne sais pas, qui cherche à concurrencer qui, Jean Giraud, Moebius, Salut Xavier, ça va? Bonjour. Ça va. La question piège, donc en réponse, ça va. Ouais, en réponse, ça va. Écoute, merci à toi d'être présent ce matin. Surtout qu'en plus, indirectement, tu as une petite actualité qui n'est pas celle à laquelle tu imagines et tu penses, puisqu'aujourd'hui, en fait, cette semaine sort l'intégrale de Dessous de Bones, qu'on peut voir ici, et les lecteurs auront le plaisir de découvrir un de tes récits en fin d'album. Je le dis de manière un peu décousue dans la présentation, mais il est vrai que d'ailleurs, tu reçois bientôt l'album. Hop, tiens, je le montre à l'écran. En tout cas, il y a une histoire écrite et dessinée par notre invité de ce jour. Écoute, comme je le disais, donc on est ravis de t'avoir aujourd'hui, sachant qu'on a eu plusieurs nouveautés qui sont sorties en début d'été, qui s'appellent C'est pas des salades. Mais avant d'en parler, je voulais qu'on fasse un petit topo avec toi de qui tu es, de tout ça, de ton parcours. Et pour le coup, tu sais que la première question en général est longuement amenée par moi, c'est mais en fait, qui es-tu, d'où viens-tu et comment es-tu arrivé dans le monde de la bande dessinée, Xavier, si tu peux dire ça aux personnes qui nous suivent. On va essayer de faire rapide. Qui je suis de quoi? Tu peux prendre le temps. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas s'étendre sur certains trucs. Je suis Xavier Henrion. À la base, j'ai fait beaucoup de maths. J'ai commencé par des études de maths. J'ai fait maths sup, et puis sans m'en rendre compte, je me suis dit que non, petit à petit, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas finir à faire ingénieur ou un truc comme ça. J'adorais les maths, mais voilà. Je trouvais que c'était un jeu pour moi. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit moi je fais une école d'art, je veux faire, je sais pas encore, il savait pas trop s'il voulait faire de la BD, du dessin animé, tout ça. Et je me dis mais en fait c'est possible de faire autre chose que des études classiques, quoi. Et là ça a fait tilt, j'ai tout plaqué. Pour la petite histoire, je suis allé, je me souviens, c'était le 1er avril, je suis allé voir le directeur de mon bahut, je lui ai dit ouais je suis en maths sup et tout, mais je me barre. C'était effectivement le 1er avril. Je m'en suis rendu compte qu'après coup. Et puis j'ai commencé des études d'art. Alors j'ai fait plusieurs écoles. Je suis passé un peu aux Beaux-Arts, je suis passé à Bruxelles. J'ai jamais fini une école d'art, je suis toujours parti avant. Et puis je me suis lancé dans la BD. Bon, ça a pris un certain temps, mais j'ai fait le premier bouquin. Alors bon, il y a un triste bouquin qui ne sortira jamais, qui était chez Soleil et qui ne sortira jamais parce que c'était chez Soleil. Et une période où il signait beaucoup de choses et qui n'allait jamais jusqu'au bout. C'est ça. C'était avec Eric Como au scénario. Même si on ne le voit plus trop en BD aujourd'hui, il fait de l'animation maintenant. Ouais. Et puis après ça, j'ai commencé. Donc ma première série qui est parue, c'était chez Glénat dans la collection Cho avec TM, donc ça s'appelait Route. Ouais. Et attends, bouge pas, on va essayer de montrer un petit peu aussi pour illustrer entre guillemets ton propos, les images de la série Route. Donc hop, si ça apparaît, ça devrait, hop, voilà. Ouais. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment t'es arrivé? Parce que Route, c'était une série en 3 tomes, je montrerai les couvertures tout à l'heure. Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est une collaboration avec TM, une époque où TM est déjà bien occupé, parce que c'est vrai que c'est un auteur qui avait Zap Collège déjà en publication. Il avait Zap Collège et Malika Secousse, c'était ses deux grosses séries, on va dire, même s'il y avait d'autres trucs à côté. Mais en fait, TM, il avait déjà ses séries, donc il n'avait pas trop le temps de dessiner une série de plus. En plus, c'était un univers qui lui parlait moins. Lui, il était quand même plus au niveau du dessin, sur des univers assez urbains. Donc là, comme c'était plus on va pas dire, allez, Heroic Fantasy de loin, quoi. Ça lui parlait moins, donc on travaillait dans le même atelier, en fait. Comme il a vu que c'était des thèmes qui me plaisaient, il m'a proposé de le dessiner. Donc c'était ma première collaboration qui a fonctionné. Ouais.
Ouais, qui a fonctionné 3 tomes pour le coup dans la collection de Cho qui est toujours une collection qui permet à nombreux titres dits jeunesse en tout cas de trouver un public via notamment la collection qui a été architecturée autour de Titeuf, hein, c'était le magazine C'est ça. qui a permis aussi de trouver des Captain Biceps notamment qui ont bien fonctionné derrière. 3 tomes pour le coup, quel regard tu portes sur cette première immersion dans le milieu publié? Bah, pour moi, c'était une super expérience parce que je commençais avec TM qui avait, lui, déjà beaucoup d'expérience. Et ça a été un peu difficile au départ parce que comme lui, il dessine aussi, lui, il me faisait pas un scénario écrit et je me débrouillais avec, ça se passait pas comme ça. Il me faisait déjà un petit storyboard dessiné avec ses dessins hyper caractéristiques de son style. Donc il avait vraiment sa narration et il m'a fallu du temps pour arriver à me sortir de sa narration pour créer la mienne en fait. Et ça a été hyper formateur pour moi parce que vraiment au départ j'étais un peu gêné, j'arrivais pas trop à trouver ma place quelque part. Et petit à petit ça s'est décanté pour arriver à un truc qu'on s'est vraiment trouvé tous les deux avec TM. Donc vraiment on s'amusait, on a créé. En plus la série a évolué parce qu'au départ le premier tome c'est assez classique de la collection de choses, c'est-à-dire c'est un gag par page, les gags n'ayant pas forcément de lien les uns entre les autres. Et puis le deuxième tome, ça a évolué un petit peu avec un gag par page, puis la deuxième moitié, une histoire un peu plus suivie et longue. Et le troisième tome, il y a toute une histoire qui commence sur la première et qui termine sur la dernière page, tout en gardant le rythme de, à chaque page, avoir quand même une chute humoristique. Ce qui fait que ça passe mieux. Et qu'est-ce que je veux dire là-dessus? En tout cas, ça a été simple d'ailleurs, tiens, à appréhender entre quelqu'un qui on va dire, rate de la bouteille sans faire injure à l'âge ou quoi que ce soit, plutôt d'expérience au niveau BD, et toi qui, pour le coup, aurais peut-être fait des choix différents en termes de narration. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu ça s'est fait simplement entre vous? Parce que tu aimes quelqu'un de genre, c'est très agréable, donc Non, TM, il me passait son storyboard, donc lui, c'était sa vision des choses, et puis moi, j'apportais parfois d'autres choses, d'autres façons de voir, d'autres façons de représenter, etc. On en discutait tout le temps, mais généralement, enfin, j'ai pas souvenir qu'il m'ait dit non, tu fais pas ça, c'est pas possible, ou quoi que ce soit. Généralement, il me filait son storyboard et après, c'était débrouille-toi, quoi. En plus, pour le coup, vous étiez dans le même atelier, donc il pouvait direct influer sur, entre guillemets, le process où vous aviez un échange en tout cas qui était quand même beaucoup plus direct. Ouais. Et pour le coup, post-route, en tout cas, comment tu enchaînais donc avec... c'était avec quoi que tu enchaînais d'ailleurs? C'était quoi? C'est un peu flou à ce moment-là. En fait, c'est une période un peu compliquée parce que moi, je voyais venir un déménagement majeur. J'allais quitter l'atelier, je le savais. J'avais un projet personnel qui traînait dans ma tête que je voulais absolument... il n'était pas encore très clair dans ma tête. Je savais où je voulais aller, mais je ne savais pas trop comment le mettre en œuvre, etc. Et puis, on commençait à discuter sur plein de trucs avec les autres gars de l'atelier. Et en fait, donc il y a plusieurs projets, des petits projets qui ne sont pas sortis. Pendant une année, on a monté, je crois, un projet avec TM, un autre projet avec à nouveau Eric Comont. Et puis au final, je suis parti donc sur ce projet solo que j'avais en tête qui s'est petit à petit transformé pour être Toxic Boy. Ouais, donc il y a le premier tome qui est sorti. En fait, le premier tome, il était signé chez Ankama à la base. Et c'était hyper intéressant parce que je travaillais avec Jean-David Morvan, qui était à ce moment-là mon éditeur et qui m'a beaucoup aidé sur le storyboard, parce que moi, c'était mon premier bouquin où j'étais tout seul dessus, quoi. Et précision, juste pour précision, Jean-David, donc scénariste de plein de titres, on va dire connus, majeurs de la bande dessinée franco-belge,
Il a même fait un comics avec, je crois que c'était Soldad sur Wolverine. Mais en tout cas, à plusieurs reprises, il a initié des différentes collections. Il y avait la collection Ex Libris, notamment chez Delcourt, qui étaient des adaptations de romans en bande dessinée. Et l'autre pendant, c'est qu'après, il est parti chez Ankama, effectivement, pour superviser de la création en BD, entre guillemets. Et aussi, c'est lui qui avait lancé à un moment une collection manga où on avait pu découvrir notamment une autre œuvre connue après Bambi, qui était celle qui s'appelait Soil de Atsushi Kaneko, qui depuis est devenue beaucoup plus populaire, qui est très très bien, peut-être l'une de mes préférées, voilà, de l'auteur. Et en tout cas, voilà, il est resté un certain temps pour instaurer en tout cas des projets hyper intéressants. Donc Toxic Boy, pour le coup, excuse-moi, en tout cas, était donc initié via Ankama. Comment ça s'est passé ensuite? Bah, c'était assez compliqué. Donc, j'ai commencé avec JD, donc, qui m'a bien aidé. C'était vraiment hyper constructif. J'ai beaucoup appris. Après lui, il est parti. Il y a 2 éditeurs qui sont passés. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de tournus à ce moment-là. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand l'album était terminé, il me semble qu'il était terminé, Ankama a fait, je ne suis pas le seul, mais il y a eu une grosse redirection éditoriale, on va dire, où ils se sont recentrés sur le label 619. Et il y a une vingtaine de projets, je crois, qui ont sauté. En fait, on leur a dit, bah non, on le fera pas finalement. C'était assez compliqué pour moi, surtout que j'avais. Mais au moins, ils avaient été plus clean que Soleil, dans le sens où j'avais été payé, etc. Et le livre était déjà fini avant Le livre était fini, ouais, il était fini. Et c'est là que, en fait, il s'est passé 2 choses en même temps. C'est que moi, j'ai réussi quand même à sauver Toxic Boy parce que j'étais en contact avec les éditions Sandawe. Et eux, comme en plus le livre était fait, il fonctionnait aussi par financement participatif, donc il y avait toujours un financement. Là, quelque part, il n'y avait pas de financement d'auteur à faire puisque le livre était déjà terminé. Ouais. Donc ça a permis d'avoir des tarifs pas trop élevés. Donc je suis arrivé sur cette plateforme et on a réussi à le financer de cette façon. Et pour juste enrichir ton propos, on en parlait dans la précédente émission avec Bones, oui, qui du coup que tu as pu côtoyer sur cette plateforme-là, Sandawe. Sandawe, c'était une plateforme type Ulule, Kickstarter, KissKissBankBank, mais la différence principale, c'est qu'ils éditaient eux-mêmes les projets qu'ils portaient sur leur site. Et ça a permis de lancer plein de bouquins très sympas d'ailleurs. Et malheureusement, Sandawe n'a pas tenu aussi longtemps qu'espéré, on peut dire. Il y a eu beaucoup de difficultés les dernières années. Donc voilà, donc en tout cas, voilà. Toxic Boy a pu arriver sur Sandawe avec un premier tome tout d'abord. Mais juste par rapport à Sandawe, c'est marrant parce que moi je le présente plutôt sur l'autre facette. C'est-à-dire que je le présente plutôt comme un éditeur qui a sa propre plateforme de financement. Oui, c'est ça, oui, aussi. Ce qui a été au final son point faible, en fait. Parce que c'est cette plateforme de financement qui lui a posé des soucis, en fait. Je pense que la façon que tu as, toi, de travailler avec une plateforme de financement séparée, c'est peut-être plus sain. Pardon, bref. Non, mais c'est une nuance qui est intéressante parce que pour le coup, effectivement, ça demande une gestion des investissements, des financements très différents aussi en termes de fonctionnement. Et peut-être qu'en réalité, Sandawe est juste arrivé trop tôt, comme c'était quoi? On parle souvent de My Major Company en musique, qui avait rendu populaire Grégoire. Je ne vais pas dire paix à son âme, mais je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais il doit chanter encore dans Les Enfoirés, je crois. Toujours est-il, en tout cas, qu'il y a un côté très intéressant de voir que malgré ce premier essai, le modèle du financement participatif a évolué, continue de grandir, j'espère en tout cas, au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plateforme reine au niveau de la BD reste Ulule, en tout cas pour la France. C'est vrai qu'en dehors, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que non, peut-être que le modèle qu'on a est plus stable, je ne sais pas. Ça, on verra à terme. Seules les années pourront juger. Écoute, j'accepte ce souhait bien volontiers. Donc tu disais, il y avait 2 choses qui arrivent en même temps, Toxic Boy, donc... Ouais, donc en fait, voilà, avant de passer à la suite de Toxic Boy, ce qui s'est passé, c'est que
avec la fin d'Ankama, ce que je disais, c'est que bah, forcément, j'ai pas très bien pris le truc. J'étais un peu en colère, on va dire, contre les éditeurs. Et à ce moment-là, il y a Tony Emerio, qui me dit, écoute, j'ai une idée à la con, est-ce que ça te tente? Donc moi, quand on me dit ça, je dis oui. Et c'est comme ça qu'est né Sticky Pants, en fait. Et on a commencé juste via Internet à publier comme ça sur les réseaux. Alors, je crois que c'était sur Facebook. À l'époque, c'était ça. Hein. On publiait des partages. Ouais, voilà, c'était vraiment pour se marrer, quoi. On mettait des gags donc assez trash sur les super-héros, quoi. Et ouais, on a fait ça vraiment pour se marrer, pour se détendre. En même temps que donc il y avait le financement de Toxic Boy 3 Toxic Boy le premier qui se faisait chez Sandaway, etc. Donc on a avancé là-dessus jusqu'à ce qu'on en fasse des bouquins parce que ça marchait plutôt bien et on a eu plusieurs propositions de plusieurs éditeurs. La plupart voulaient nous censurer, donc on a dit non. Et il y a juste ce petit éditeur, Monsieur Popcorn, qui nous a dit on vous laisse carte blanche, allez-y. Et là on a dit allez, on fonce, quoi. Au final, il y a juste le titre qui avait évolué entre le nom du blog qui était le Lycra. Non, c'était quoi le Lycra? Le Lycra ça colle, ouais. Le Lycra ça colle. En fait, pour la petite histoire, on avait le Lycra ça colle, c'était le titre jusqu'à la veille de l'impression. Et la veille de l'impression, je me souviens, c'est moi qui ai ce petit flash lumineux dans la tête. Je me dis, mais est-ce que c'est pas protégé le Lycra? Et donc on s'est retrouvé là à la veille, avant l'impression, à se dire bon, faut qu'on change de titre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur Sticky Pants. Donc Sticky Pants, alors je montre juste les couves hein, parce que sur les plateformes comme Twitch ou même YouTube par la suite, on a quand même une espèce de censorship actif dès l'instant que c'est un petit peu trop osé, on va dire. Bon, après, tous les gags ne sont pas orientés sexe, hein, mais... non, bien sûr que non. Il n'y a pas trop de... Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de l'humour à foison, comme on pourrait dire. Non, c'est surtout, en gros, on va dire, ça parodie ouvertement les genres, ça multiplie les personnages et les gros délires autour. Voilà, donc, série, du coup, qui pour l'instant est en pause et qu'on espère remettre sur le devant de la scène prochainement pour que vous continuiez de vous amuser, toi et Tony, à tout casser de nos jolis rêves, hein, et qu'on se marre bien derrière. On a eu quelques plaintes de fans. C'est vrai. Pourquoi vous avez fait ça? Il y a déjà Popeye, on le voit sur la couve de l'album Crossover. Ça, c'est le crossover, c'est le 3e tome, et c'est vrai qu'il a ça de différent qu'on s'est ouvert à d'autres univers que les super-héros, en fait. C'est à chaque fois, le 1 et le 2, c'est que les super-héros, et le 3e, donc celui-là, c'est à chaque fois les super-héros rencontrent un autre univers. Donc, il permet du coup de relancer un peu le tout. D'ailleurs, il y a Laurent Lefebvre qui écoute, Tony, mais Tony a promis à Laurent Lefebvre de souiller son Foxboy dans un Sticky Pants. Ça arrive, Laurent, tu ne le vois pas venir, mais ça arrivera, t'inquiète pas. On fera ça avec plaisir, en tout cas. M'étonne pas. Ah, les cochons. Salut, Laurent. Donc ouais, Sticky Pants qui du coup a vraiment bien pris. Hein. C'est vrai que c'est un titre qui a très bien fonctionné dans une direction qui finalement est assez différente de Toxic Boy parce qu'on est sur de l'aventure dans un univers où l'écologie a déjà un rôle. Ouais. Et ouais, donc moi je me suis retrouvé donc avec cette période où je gérais 2 séries en parallèle qui n'avaient donc, comme tu le dis, rien à voir. Sticky Pants, c'était vraiment de l'humour, vraiment pour se faire plaisir. Et Toxic Boy, c'était cette grande aventure sur un fond pseudo-écologique, parce que ça reste du fantastique, mais malgré tout, les messages sont là, quoi. Voilà. J'en montre quelques extraits. Ouais. Et pour dire vite, alors Toxic Boy, ça se passe dans un monde post-apocalyptique, mais c'est un truc qui se prend pas au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des éruptions d'eau toxiques qui transforment le vivant en tout et n'importe quoi, donc quelqu'un peut se retrouver avec un frigo à la place du ventre. Alors c'est cool pour avoir des bières toujours sur soi, mais c'est pas très pratique quand on veut se déplacer. Et donc on est sur un personnage qui est un peu drogué à ces éruptions et qui pour lui, ça ne dure jamais très longtemps, il est transformé 2-3 minutes et après il redevient normal. Donc on va comprendre
À travers lui, on va comprendre pourquoi le monde est comme ça, comment ce monde fonctionne et pourquoi lui aussi réagit comme ça. Et on est sur un univers aussi qui est, enfin sur une narration qui est assez différente, hein, parce que pour le coup, voilà, on est sur un format plus petit, plus tassé, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de manga un peu de luxe, hein, comme Waves au catalogue, ou John Cookie donc chez Comics Initiative. Format manga, est-ce que la En fait, narration, la c'était une volontairement discussion, c'est justement une des discussions que j'avais avec Jean-David Morvan. C'est que c'était l'époque où c'était les premiers, comment dire, c'était un peu l'époque où les premiers bouquins qui mélangeaient les genres vraiment commençaient à sortir. C'est l'époque du début de Last Man. Et en fait, je me souviens que j'avais été en contact avec, donc c'était Caster, qui publiait Last Man. Et j'aurais proposé le Toxic Boy et il m'avait dit, bah, on ne veut pas le faire parce qu'on attend de voir si Last Man fonctionne. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Last Man, c'était pas terrible. mais c'est vrai que c'est un peu... C'est difficile à dire que c'est du manga parce que oui, il y a clairement des codes manga, il y a clairement le format qui rappelle le manga, etc. Malgré tout, ça reste une narration qui est un mélange de genres, en fait. C'est aussi bien... des fois, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils comparaient ça à du western. Moi, ça me surprend un peu, mais c'est la vision qu'ils ont. Puis il y a une forte pagination à chaque volume. Hein, quand là, tu vois, je regardais le tome 2, il y a 270 pages. Attends, j'essaie de voir si c'est bien noté sur le premier. Je crois que pour le nombre de pages exact, c'est le premier tome, on a 281, le deuxième 264 et le troisième, on a à peu près 200. Ouais, tu es un peu au-dessus de 200 au final, tu vois. Donc, c'est quand même de forte pagination, tout ça. Et ça demande une exécution de travail qui est différente. Tu l'as travaillé plus rapidement, par exemple, que la manière dont tu as appréhendé Route, même si là, pour le coup, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, mais là, après, le dessin est beaucoup plus poussé aussi. Il y a plus de décors, c'est travaillé à la plume. Donc, au final, le dessin prenait plus de temps. Non, c'était un bouquin, c'était 1 an et demi de travail. Ouais. Donc, sachant que, ouais, en plus, moi, je me suis donné un petit défi en commençant le tome 1. J'avais jamais travaillé à la plume et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc, j'ai pris ma plume et j'ai commencé le tome 1 comme ça. Quoi. Quitte à gagner du temps, autant tenter une approche complètement nouvelle. Il y a plein de pages à faire, je vais progresser. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas forcément, sont pas forcément habitués à voir les dessins, BD, etc. Mais entre le tome 1 et le tome 3, pour moi, il y a une progression graphique qui est énorme. Je vais essayer de trouver une planche pour montrer un petit peu. C'est peut-être pas parlant, mais en tout cas, il y a. Ouais, ne serait-ce qu'au niveau des décors, c'est beaucoup plus fin. On va dire plus ça, plus les décors s'affinent en termes de précision, puis même en termes de dynamisme. En plus, à partir du tome 2, je commence à introduire le pinceau aussi. C'est plus que de la plume, il y a aussi du pinceau, donc il y a plus de noir, plus de matière sur le trait, plus de plein d'ailiers, etc. Plus de nuances de gris aussi. Aussi. Donc, pour le coup, une série complète en 3 tomes, donc qui, pour le coup, n'est plus forcément disponible, hormis directement près de toi aujourd'hui. C'est ça. Donc, on va les transmettre, hein, voilà, en attendant peut-être de trouver des solutions. Et puis donc arrive un petit peu ensuite un petit pendant où je parlais de l'écologie tout à l'heure, mais du coup, c'est un sujet en tout cas qui te comment on dit, cheville au corps d'une certaine manière, parce que c'est vrai que même si Toxic Boy, il y a un contexte différent, etc., forcément, il y a un décorum, entre guillemets, qui hérite d'une situation écologique qui ne va pas fort. Tu as commencé avant, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'est en parallèle, mais bon, tu me corrigeras volontiers. Là, tu as commencé avec tout d'abord avec un Ulule, en sortant tout d'abord 3 volumes d'une série donc, qui s'appelle C'est pas des salades. La formule entre guillemets que tu avais utilisée via Sandaway à l'époque pour Toxic Boy, c'était quelque chose qui te tentait de réutiliser pour faire ce que tu voulais, c'est-à-dire c'est pas des salades pour expliquer. C'est un concept totalement différent, c'est pas de la bande dessinée, on est sur une histoire illustrée. Je montre la première version. C'est très différent. Comment t'es venu l'idée tout d'abord
d'aller sur ce terrain-là? En fait, il y a eu plusieurs choses. Parce que pour finir avec Sticky Pants et Toxic Boy, ce sont deux séries qui se sont mal finies au niveau éditorial. Donc, bon, Sandawe, j'imagine que vous avez déjà parlé la semaine dernière, mais donc là, n'existe plus. Du coup, je me suis retrouvé avec un album, le 3e tome, d'ailleurs, je l'ai fini tout seul. J'ai dû le financer à part via Ulule parce que, une fois de plus, il était terminé quand Sandawe a coulé. Et ça s'est vraiment mal goupillé dans le sens où, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les sous qui avaient été récoltés, parce que j'avais récolté l'argent pour le faire, devaient me revenir pour pouvoir imprimer le bouquin, mais il y a eu un intermédiaire qui a pris l'argent au moment où... L'intermédiaire étant l'État, parce que la boîte a coulé, quoi. Donc bref, c'était vraiment le pire timing où au final, les personnes qui avaient investi n'ont pas pu récupérer leur bouquin, leur argent, et puis moi, j'ai jamais pu toucher l'argent pour faire le bouquin. C'est une différence avec Ulule, hein, notamment quand un projet va jusqu'au bout, il est financé, donc le porteur de projet, donc en l'occurrence quand c'est Comics Initiative, quand c'est moi, donc du coup on reçoit les fonds. Mais si un projet n'atteint pas les 100%, c'est annulé, clairement. Donc ça veut dire que les lecteurs, les fonds leur reviennent. Donc après, il peut y avoir des projets qui traînent ou qui entre guillemets, ne sont jamais... Mais là, enfin, moi je te le fais rapidement, mais en gros, chez Sandawe, quand le projet était financé, l'argent qui était sur un compte à part séparé pour que personne ne puisse y toucher était transféré chez Sandawe. Et là, Sandawe s'occupait de l'impression, payait l'auteur, etc. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que le projet était financé, le bouquin, donc l'argent a été transféré sur le site de Sandawe, et avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Sandawe a coulé. Donc, l'argent qui a été transféré sur le site de Sandawe a été utile juste à payer les dettes de Sandawe, etc., quoi. En tout cas, il a été réparti à travers tous les créanciers. Je ne sais pas si j'enverrai un jour le moindre petit euro, quoi. Mais il y a vraiment une histoire de timing pourri. Ça s'est joué au jour près, en fait. Ouais. C'était un peu le même son de cloche que nous donnait Bones la fois d'avant. Donc, c'est vrai que c'est pas idéal, on va dire. Ça respecte pas forcément l'engagement que peuvent avoir les lecteurs, le fait qu'ils croient à un projet et finalement qu'ils se sentent trahis, non pas par les auteurs, hein, qui n'ont rien à voir là-dedans, mais par le porteur. Et ça, forcément, ça file un sacré coup au moral, j'imagine. En tout cas, bref, c'est pas idéal. Bon, pour finir, en gros, donc ce Toxic Boy 3, j'ai pu le refaire via Ulule cette fois, etc. De l'autre côté, chez Sticky Pants, ça se passait mal parce que Monsieur Popcorn s'est fait racheter par un autre éditeur et ça se passait très mal avec lui. Donc moi, j'étais vraiment dans une optique, les éditeurs, j'en ai marre. je veux plus travailler avec eux. Entre Soleil qui m'avait planté, Ankama qui m'avait planté, même si c'était moins pire, il m'avait quand même planté. Sandawe qui coule. Enfin bref, c'était pourquoi je m'emmerde. Pardon. Pourquoi je m'enquiquine. Qu'est-ce que je leur ai fait? Voilà. Et donc, effectivement, moi, j'avais pas mal de questionnements au niveau environnement. J'avais envie de parler de ça. Et mon optique, c'était de parler aux enfants plutôt que... Il y avait déjà des choses qui étaient faites pour les adultes. Donc, je me suis dit, mais pour les enfants, on leur en parle jamais, alors que c'est quand même eux les premiers concernés. Enfin, on est tous concernés, mais en tout cas, ils le seront plus longtemps que nous. Et en fait, si je suis aussi... Donc, il y a cette raison pour laquelle je suis passé par Ulule, c'est que je voulais pas d'éditeur. Et l'autre raison, c'est que pour moi, c'était aussi un test, en fait. Je voulais voir comment ces bouquins seraient perçus. Parce que c'était pas les petits bouquins comme on voit souvent. Quand on voit des bouquins sur l'environnement pour les enfants, c'est toujours le petit ourson qui va rencontrer une abeille. Oh, je suis triste. Et puis tout va bien. Et puis tout le monde est content, etc. Là, c'est quand même des livres qui sont plus pointus. Déjà, il y a une deuxième partie qui est un peu plus didactique, où on discute avec des experts du domaine. Et même l'histoire en elle-même, elle a souvent un petit côté un peu cynique. Donc, c'est pas... je prends pas les enfants pour des naïfs, mais ça va aller, t'inquiète pas, tout va bien, quoi. Et je présente les problèmes, on fait une histoire qui peut être rigolote, etc. Mais on arrive quand même au bout en disant... en disant que finalement, on apprend en tout cas, on retient des choses, mais pas de manière, on va dire, complètement idyllique. Voilà. Exactement, ouais. On a un petit commentaire là pour l'audio pour préciser que Laurent Lefebvre nous dit bosse pas avec lui, Mika, Xavier porte la poisse.
Voilà, mais non, il ne porte pas la poisse, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la preuve, Et la que tu preuve, as commencé avec ces 3 bouquins. Donc, en fait, j'ai fait financer via Ulule les 3 bouquins ensemble. C'était pas séparément quoi que ce soit, c'était les 3 ou rien. On a travaillé. Alors, mon objectif, c'était aussi d'avoir une collection. Donc, je voulais pas tout dessiner. J'en ai dessiné un. Tu l'as montré tout à l'heure sur le loup. Mais il y en a, les 2 autres ont été dessinés par respectivement. Donc, celui sur les déchets, c'est Michael Roux, que tu connais bien aussi. Oui. Et puis, je montre un petit peu des images en même temps de Monsieur Loup en attendant. Je vous montrerai les autres ensuite. Donc, Monsieur Loup, c'est vraiment pour parler biodiversité au sens large et plus précisément du principe d'espèce clé de voûte. C'est-à-dire quand on enlève une espèce, il y en a plein d'autres qui risquent de s'effondrer derrière. Donc là, c'est Monsieur Loup qui part en vacances et il laisse sa forêt tranquille. Et puis au final, quand il n'est pas là, il y a les chevreuils, biches, etc. qui ravagent la forêt, en fait, tout simplement, quoi. Donc il y a plein d'animaux qui partent et tout. Donc il rencontre Mademoiselle l'abeille qui lui explique qu'elle aussi, elle a des soucis. Et en fait, quand il revient, donc il voit sa forêt ravagée, ses copains partis, donc il est un peu dépité. Il y a juste son pote Monsieur Ours qui lui dit, mais en fait, c'est ton boulot, on va les taquiner un peu et ça ira mieux, quoi. Donc, Et puis chose qui est en place dans tous les volumes, dans les 3 déjà, c'est, on va dire, le plus. Qu'est-ce qu'on doit savoir Qu'est-ce qu'on doit savoir, entre guillemets. Alors, hop, là, pour le coup, on montre un peu la nouvelle version, entre guillemets, qu'on a remaquettée. Mais c'est vrai que ça permet de parler, voilà, de creuser, de développer les sujets différemment. Et c'est hyper intéressant dans le sens où, là, comme tu le disais, les enfants détestent être pris pour des idiots. En fait, ils apprennent, même quand un sujet peut paraître compliqué, ils vont vouloir s'en imprégner pour grandir, pour évoluer sur le sujet. Et c'est des choses qui sont quand même, à mon sens, ultra intéressantes à penser et à proposer. Tout comme il y a un jeu de questions-réponses, en tout cas, qui vient enrichir chaque volume. Et ça, c'est pareil. C'est pas toi qui réponds. À chaque fois, tu t'es entouré de personnes qui ont du sens, entre guillemets. Je te laisse parler. Moi qui vais te faire la déballe. Tu le connais. Non, mais c'est ça. Enfin, pour moi, même si je me suis beaucoup renseigné, je ne m'estime pas légitime à parler de ce genre de sujet à tout le monde. Donc, je préfère aller voir des gens dont c'est le travail, qui travaillent dessus tous les jours, pour, d'une part, déjà vérifier tout ce que je dis, que ce soit dans l'histoire, même la petite histoire pour enfants, que dans tous les petits à côté. Donc, comment on va expliquer ce que c'est que la biodiversité, quels sont les problèmes liés à ça, etc. Et en plus, à la fin, donc, comme tu disais, il y a des petites questions fictives qui peuvent paraître naïves, mais c'est des questions qu'on peut se poser, qui leur sont posées directement, et ça, ce sont leurs mots directement. Alors, je leur dis bien sûr de faire au plus simple, parce que des fois, ils ont tendance à me faire des grandes réponses de scientifiques avec des mots qu'on ne comprend plus. Donc, mais jusqu'à présent, juste en leur disant on s'adresse à des enfants, ça suffit, j'ai pas besoin de retoucher le texte. Et celui-là, c'est celui avec Michael Roux. Qui s'appelle Patrick l'emballage plastique. Patrick l'emballage plastique, ouais. C'est le préféré de mon fils, voilà, pour info. Ouais, c'est celui qui est le plus accessible souvent. Donc les plus jeunes, souvent, quand on me demande l'âge pour pouvoir lire ces bouquins, en fait, ça dépend des livres. Celui-là, même 5-6 ans, je pense, même peut-être avant, mais 5-6 ans, ça passe. Alors que certains, 5-6 ans, c'est compliqué quand même encore. Il faut attendre moi, il a 5 ans, il les a lus, enfin, on lui a lu. Ouais. Il des mots, mais pas tout. Et lu, relu et re-relu, voilà. Celui-là, il est plus facile à suivre parce que c'est vraiment, on suit cet emballage plastique qui est jeté dans la nature, on voit ce qu'il devient, et là, il finit dans la mer, il se fait manger par un poisson, et puis le petit garçon qu'il a acheté au début le retrouve dans son poisson, et il est tout content parce que c'était son copain. Et d'ailleurs, ça permet d'évoquer un sujet qui est ultra intéressant parce qu'on a tendance à l'oublier complètement, c'est le coup du 7e continent, avec toutes ces amas de plastique et de déchets qui se sont agglomérés de manière gigantesque, en fait. Et puis ça, c'est des choses qui sont... À la fois, on en parle beaucoup, mais à la fois, c'est mal compris, mal connu.
c'est immense. Effectivement, c'est des surfaces, je crois, qui font 6 fois la taille ouais, il y a plusieurs zones comme ça, et la plus grande fait 6 fois la taille de la France dans le Pacifique. Et en fait, on a souvent ces images de mer de plastique, limite, on a l'impression qu'on peut marcher dessus. Et c'est faux, en fait. Quand on est sur place, dans ce 7e continent, on voit quasiment rien, en vrai. Mais il y a plein de micro-plastiques ou de trucs qui sont genre 1 mètre sous l'eau ou des choses comme ça. Donc on voit pas grand-chose. On peut pas l'image, ce qu'on appelle 7e continent, c'est une mauvaise image quelque part. C'est pas un continent. Ouais. Mais en même temps, c'est important de le relever parce qu'il y a des... La surface que représente cet amas est réellement gigantesque. Donc effectivement, la comparaison à un continent est peut-être adéquate ou inadéquate pour le coup, parce que ce n'est pas quelque chose de dense en termes de matière à proprement parler. Et une petite particularité aussi dans les bouquins, c'est qu'à chaque fois, on essaye d'impliquer en tout cas les lecteurs en leur disant mais qu'est-ce que tu peux faire, en leur suggérant quelques idées. Ça aussi, c'est des choses qui ponctuent, on va dire, la lecture de chaque volume, avec, comme je suis en train de le montrer là, en tout cas avec Patrick. Et puis l'autre particularité, c'est que il y a eu on va dire, une fois que tu as lancé les 3 premiers, ça va peut-être me permettre de rebondir dessus. L'idée à un moment a été de se dire bon je les ai proposés toi directement en direct, en fait tu les as proposés quand tu allais peut-être en dédicace auprès de libraires en local ou plus loin, et tu as eu l'envie, on va dire, de faire une seconde vague, une nouvelle extension à la série, sachant que les premiers volumes étaient plus dispo, et c'est là que pour le coup on a commencé à échanger sur le sujet. Donc, en fait, moi, dès le départ, je m'étais toujours dit que si ça fonctionnait, je voulais pas m'arrêter à ces 3 premiers bouquins. J'ai eu un petit contretemps, un petit pavé de 300 pages à faire avant de faire cette suite. Ouais, on va en parler si tu veux, de manière progressive. Effectivement, quand j'ai eu le temps de me replonger sur ces petites salades, effectivement, je suis venu te voir en me disant bon, c'était bien rigolo mon truc dans mon coin où je voulais tester, si on peut faire ça un peu plus sérieusement, et puis surtout si je peux être un peu encadré et aidé sur toute la partie éditoriale, logistique, etc. Tous les trucs enfin je parle de logistique, tous les trucs qui passionnent les gens, faire des cartons, c'est formidable, c'est incroyable. Passionnant. Mais tu fais pas que ça, Mais c'est vrai que non, quand tu me les as présentés, pour le coup, on a eu aussi... moi, j'ai surtout eu l'idée, la volonté aussi d'uniformiser l'ensemble des histoires avec une pagination, on va dire, identique. C'est vrai qu'on passe sur certains volumes d'une trentaine à 48 pages, d'une trentaine de pages à 48 pages. Ça permet d'équilibrer aussi parfois le rapport texte-illustration, ou même à la fin, le jeu des questions-réponses qui, pour le coup, s'en retrouve plus digeste. Enfin, c'était l'idée de se dire on a un peu moins tassé cet aspect-là sur telle histoire, parce que la pagination, elle n'est pas à la page, mais elle est sur des cahiers. Cahiers définis, 4, 8, 16, 32, 64 selon les versions de bouquins. 24 aussi, tiens. Mais pour le coup, on a réfléchi aussi à remaqueter les 3 premiers pour qu'ils s'intègrent aussi à ce rythme-là. Et l'une des particularités, c'est que tu as très vite voulu aussi étendre un des sujets que tu avais évoqué en premier, que je vais faire apparaître là, qui est, bougez pas, qui est en tout cas le côté, c'est le bon qui est partagé, c'est le côté autour de la couche d'ozone, la couette, entre guillemets, comme tu le surnommes, la couette de la planète. Alors, c'est pas la couche d'ozone, c'est plutôt l'atmosphère. Oui, pardon. Désolé. Je voulais pas dire la couette. Alors, voilà, la couette de la planète, donc ce premier livre qui est illustré par Gaume. Ce premier livre, il se concentrait surtout à expliquer ce que c'est que, enfin, pas ce que c'est, parce que c'est trop compliqué d'expliquer, mais ce truc dont on parle tout le temps, que sont les gaz à effet de serre, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc là, ça c'était le premier livre, donc où le but c'était vraiment de montrer que tout ce qu'on fait en fait, on émet un petit peu, et c'est ça qui fait que ça réchauffe. Et une fois de plus, donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
est-ce que c'est si simple? Parce que là, justement, je mets en scène une maman et sa fille, la maman qui est très au courant et sa fille qui, bah, c'est une petite fille, donc bah, si elle a froid, elle veut mettre le chauffage. S'il pleut, elle veut aller en voiture à l'école. Donc, c'est aussi amener cette espèce de problème qu'on a tous, enfin toute personne qui est un peu concernée, qui se dit ouais, je sais qu'il faut pas que je prenne qu'il faut pas que je prenne la voiture, je sais qu'il faut que je mange moins de viande, etc. Et puis on peut se retrouver alors soit avec ses enfants, soit avec des amis ou quoi que ce soit qui me disent non mais tu vas pas nous embêter avec ça, on prend la voiture. Ou... ouais, c'est bon, on se fait un barbecue et t'arrêtes de nous saouler. C'est plus fait de façon mère-fille pour que ça se passe, ces relations se passent de façon plus sans conflit, on va dire. Ouais, ça vient un peu dynamiter aussi les clichés. Là, tu vois, on tombe sur la page de La planète a déjà eu plus chaud dans le passé. Ça revient sur des sujets qui sont un peu récurrents pour les non-initiés ou pour on va dire, les climato-sceptiques, peut-être. En tout cas, il y a la volonté d'expliquer tous ces sujets-là à chaque fois. C'est ça, et puis j'essaie, cette page typiquement qui montre, oui, on peut manger, on peut se passer de la viande, mais ça ne nous empêche pas de temps en temps aussi de se faire plaisir, on a le droit de faire la fête, on a le droit de... Il ne faut pas être complètement bloqué sur tout, quoi. Et, ouais. Donc ça, c'était le premier bouquin qui était assez complexe au final, malgré tout, parce que c'est plus des problématiques, en dehors de parler du fait de gaz à effet de serre et tous les problèmes, c'est vraiment des problématiques de qu'est-ce qu'on fait entre nous avec ce problème, quoi. Et puis... Et effectivement, j'ai voulu faire un deuxième livre qui abordait la couette de la planète, donc toujours cette histoire d'atmosphère, mais pour montrer complètement autre chose. Et ce deuxième livre, c'est pour montrer, justement, c'est un peu ce que tu évoquais juste avant, c'est le fait que la Terre, elle a 4,6 milliards d'années aujourd'hui, et elle a traversé énormément de climats différents. Donc souvent, on nous dit, oui, tu parles d'un réchauffement climatique, mais à l'époque des Romains, il faisait plus chaud. Alors oui, tout ça c'est vrai. Et puis j'ai même envie de dire, à l'époque des dinosaures, il faisait 15 degrés de plus en moyenne. Là, on parle de 2 degrés de plus, mais à l'époque des dinosaures, c'est 15 degrés. Donc oui, effectivement, la planète a eu des climats très différents. Alors, ça reste, il y a beaucoup de choses qui sont des hypothèses, parce que c'est des échelles de temps qui sont énormes. C'est pas comme quand on parle de la dernière ère glaciaire, où on peut retrouver des bulles de gaz dans les carottes de glace. Là, on parle de trucs où les géologues, ils travaillent avec des cailloux, en regardant comment sont faits les cailloux, comment ils sont composés, quels sont les cailloux. Tous ces trucs-là leur permettent d'émettre des hypothèses qui sont... alors, est-ce qu'elles sont pas sûres à 100%, bien sûr, mais il y a des moments, ils pensent que la Terre était complètement gelée. Il y a des moments, ils pensent que la Terre c'était une bouilloire, quoi. Donc, est-ce que... Là, on le voit tout en bas, en bas de l'image à droite, il y a une petite frise avec une petite salade qui se déplace. Et ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'avec tout ça, la dernière page, donc c'est découpé en 13-14 pages, la dernière page, c'est le moment où la vie apparaît sur Terre. C'est l'explosion cambrienne. Donc, c'est-à-dire que toutes les pages, la vie n'existe pas sur Terre. Elle existe un peu il y en a un peu dans l'eau, bien sûr, à un certain temps. Mais sur Terre, c'est du caillou, il n'y a rien, quoi. Donc, il n'y a que à la dernière page que la vie sort. Et c'est pour essayer de montrer à quel point les échelles de temps sont énormes et que cette vie qui est apparue à la toute fin, en fait, je ne parle même pas de l'apparition de l'homme, hein, je parle des premières plantes sur Terre, quoi. Donc, non, on voit la formation des continents, notamment, se mettre en place. Et puis, la toute dernière page, hein, les gaz à effet de serre qui nous créent ensuite... Mais les gaz à effet de serre qui sont, et c'est aussi ça que je voulais montrer dans ce livre, c'est que la couette, donc ces gaz à effet de serre, sont là depuis très longtemps et ils sont indispensables, en fait. C'est aussi grâce à eux que la vie est sur Terre. S'il y en a trop, il fait trop chaud, ça ne marche pas, mais s'il n'y en a pas, c'est tout gelé et on ne peut pas vivre non plus. C'est juste un équilibre qui est fragile et c'est cet équilibre qu'il faut préserver, en fait. Et donc, outre ça, il y a eu deux autres récits, en fait, deux nouveautés que tu as fait. Il y en a une, tu n'as pas pu t'empêcher de l'illustrer toi-même, hein, puisque ça me fait plaisir. C'est le robot de Papy Ferraille. Donc, le robot de Papy Ferraille, c'est pour aborder toute la problématique
la mine, en fait, de l'extraction minière, des métaux, parce que pour combattre ce dérèglement climatique, on a tendance à créer des nouvelles technologies, que ce soit des panneaux solaires, des voitures électriques, etc. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, tout ça. C'est bien d'utiliser ces énergies renouvelables, d'électrifier les voitures, etc. Mais ça a un coût écologique différent. Ça a un coût écologique, bien sûr, sur le climat un petit peu pour certains, un peu plus pour d'autres. Mais surtout, ça a un coût environnemental, de pollution, de destruction d'habitats, etc., qui n'est pas à négliger. Et le but, c'est aussi de comprendre que, malgré tout, il faut diminuer nos usages, en fait, avant de tout remplacer. Si je prends l'exemple de la voiture thermique, il faut s'en passer, on est tous d'accord. Est-ce qu'il faut remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques? Non. Il faut avant tout qu'on se passe de la voiture, et les quelques voitures qui restent, il faut qu'elles soient électriques. C'est pas moi qui le dis. Hein, si, là, c'est toi, mais en tout cas, tu te là, c'est moi qui le dis. Mais c'est vrai que non, il y a aussi ce côté obsolescence permanente, et on va dire, on parle souvent d'obsolescence programmée sur les différents matériels, en tout cas, qu'on utilise au quotidien. Et c'est vrai que une fois que quelque chose est fabriqué, j'aime bien dire, on essaie de le porter le plus loin possible. En tout cas, la réflexion, moi je l'ai aussi au niveau des livres en disant que par exemple, un livre, une fois qu'il est fabriqué, on essaye de l'emmener jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit plus disponible, c'est-à-dire que notamment on évite de pilonner un livre qui a eu entre guillemets un coût écologique pour sa fabrication. On ne va pas le dégommer comme ça. Je préfère qu'un livre vive une belle vie avec du partage, etc. Que ce soit au bout d'un certain temps, baisser le prix du livre et le rendre accessible, ou même, in fine, si des livres reviennent, par exemple, de librairies ou même d'un festival, j'en sais rien, et qui sont abîmés, pourquoi pas, moi, je les place déjà en boîte à livres en me disant, on ne va pas dégommer le bouquin, le mettre au feu, non, autant qu'il aille vivre sa vie en entier. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a un petit peu tendance à zapper. C'est pas, pour moi, il n'y a pas un côté moraliste ou moralisateur derrière, c'est plutôt le côté de mais non, mais c'est pas grave si le coin il est un peu enfoncé d'un bouquin, ça n'empêchera pas de le lire et de conserver sa vocation initiale, en fait. Tout à fait, ouais. Donc, hop, et là, je remonte un petit peu de Papy Ferraille. Et puis, après Papy Ferraille, tu t'es aussi focalisé sur un autre élément. Sur l'eau. Sur l'eau. C'est un élément qui est un petit peu présent. Je t'entends plus. Voilà. Donc cette fois-ci, qui est illustrée cette fois-ci par Pauline Caster. Pauline Caster qui avait notamment fait Félicitrouille, les enquêtes de Félicitrouille avec Tony Amerio. Comme on ne l'avait pas dit, d'ailleurs, en fait, en fait, vous connaissez tous, c'est tous des gens qui sont dans l'atelier ou pas loin sur la région Rolvine. Alors, moi, Pauline, je la connais très mal. Enfin, je la connaissais surtout parce qu'elle travaillait avec Tony et je l'avais croisée, mais on ne se connaissait pas spécialement, d'autant plus que depuis plusieurs années, je ne suis plus à l'atelier, moi. Il y a un peu plus de route pour y aller. Un peu plus, ouais. Mais ouais, donc et c'était super de travailler avec Pauline. Enfin, moi, j'essaie souvent de voir en fonction de l'histoire quel dessin pourrait être le plus ajusté, etc. Et ce qu'a fait Pauline sur ce bouquin, je trouve ça génial. C'est très très réussi. On peut le voir là. C'est pas moqué c'est pas moqué de nous dire qu'au niveau de l'histoire, au niveau en tout cas du rendu des illustrations, c'est très très voilà, c'est chatoyant, ça attire l'œil en tout cas, et on voit qu'il y a beaucoup de lecteurs quand ils passent nous voir qui ont tendance à tous les regarder évidemment, mais c'est vrai que celui-ci il attire bien, puis un petit côté super-héros on doit retromper. C'est bien. Ouais, donc là cette histoire elle essaie de surtout mettre en avant le fait que l'eau, on s'en sert pour beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. C'est pas juste pour boire ou pour se laver. Ça sert vraiment à plein de choses. Et en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que l'eau, elle ne disparaît pas, en fait. C'est pas si on la chauffe, elle s'évapore, mais après, elle retombe sous forme de pluie.
Donc on a l'impression que c'est une ressource inépuisable. Et d'une certaine manière, c'est vrai, il y en a énormément d'eau sur Terre quand on regarde ce qu'il y a sur les océans. Malgré tout, le problème qu'on a, c'est que de l'eau douce, l'eau douce et potable, il y en a très peu par rapport à la quantité globale. Je crois que c'est moins de 1%. Malgré tout, le truc, c'est que cette eau, on la salit, on la pollue, etc. Donc, le message que je veux faire passer dans ce livre, avant tout, c'est il faut la respecter, en fait. On peut s'en servir pour plein de choses, mais typiquement, ça c'est l'image de fin. C'est vrai que c'est une aberration, je dis pas un truc que tout le monde sait ça, mais dans nos toilettes, c'est l'eau potable, quoi. C'est quand même, on se dit, c'est quand même n'importe quoi. Qui demande après de l'énergie pour la nettoyer, etc. Alors que ne serait-ce que avoir une eau non potable, de l'eau de pluie ou quoi que ce soit, ça serait peut-être mieux. Alors bien sûr, on peut aborder les toilettes sèches, c'est encore mais c'est souvent moins audible. Et puis, moi, je me rappelle notamment, c'est un sujet qui date pas d'hier, puisque je me rappelle notamment des reportages, tu sais, ça passait du commandant Cousteau. Et je me rappelle qu'à un moment, il le disait, on ne se rend pas compte que l'eau, entre guillemets, donc l'eau douce, c'est pas inépuisable, qu'à un moment, oui, la bouteille d'eau, elle coûtera peut-être, alors à l'époque, c'était genre 10 francs, un truc comme ça. Mais quand on remet aujourd'hui en perspective, on se dit, bah oui, c'est vrai que l'eau n'est pas inépuisable. On ne se rend pas compte de son omniprésence et du gâchis qu'on occasionne derrière. Donc ouais, le livre, en tout cas, pour moi, a du sens sur le sujet, évidemment. Et intègre parfaitement oula, on a un long texte là, je vais vous lire plutôt intervention sur le chat, on va appeler ça comme ça, à l'ancienne. En tout cas, voilà, et ça a son importance, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de se dire que le sujet n'est pas forcément très mis en avant, on va dire, au quotidien. On a tendance un peu à le mettre au dernier rang des préoccupations liées à l'écologie. On commence à en parler un peu plus, parce que c'est vrai qu'il y a des sécheresses souvent l'été, on en parle, même en France, il y a des villages où ils sont obligés d'approvisionner d'eau par camion. Et donc, ouais, donc intervention que j'allais dire sur le chat, c'est que Laurent nous dit trop souvent la parole écologique est renvoyée dans les cordes en étant taxée de moralisatrice. Primo, cette accusation vient de personnes, politiques, industriels, lobbyistes, qui n'en ont pas, entre guillemets, de morale. Deuxièmement, se faisant en l'habillant de morale, comme les curés, quoi, ils invalident la vraie question qui est celle de la responsabilité. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus ou dire ouais, ok, d'accord? Non, bah ouais, ok, d'accord, mais la responsabilité, c'est vrai que c'est un grand sujet, parce que on a envie de nous rendre responsables, nous, en tant qu'individu, pardon. Et oui, on est responsable, bien sûr, mais on ne peut pas faire tout seul. Enfin, on est responsable à titre individuel, on est responsable aussi à titre collectif. C'est facile pour eux de dire ouais, mais vous faites pas d'efforts, vous ferez rien. Mais nous, c'est facile aussi de dire ouais, bah, nous on fait rien tant qu'eux font rien. C'est la fresque du climat, je crois, qui a mis ça en place. C'est ce qu'ils appellent le triangle de l'inaction. Il y a 3 postes, il y a la population, il y a les politiques et les entreprises, et chacun se renvoie la balle, quoi. Donc après, je sais plus ce que je voulais dire, mais plutôt qu'une action commune, on se retrouve finalement à faire avancer, à ne pas faire avancer suffisamment vite et fort chaque action. Moi, j'avais vu que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en Norvège on va dire Norvège ou Suède, hein, au pire je me trompe, mais par exemple pour tout ce qui était recyclage, notamment du verre, le gouvernement avait imposé que les entreprises qui ne recycleraient pas une quantité minimale liée à leur production, en tout cas voilà, leur production d'activité, ils auraient, entre guillemets, une sorte d'allègement d'impôt. Plus ils recyclent, plus l'impôt est faible en fait au niveau de l'entreprise. Étrangement, c'est quelque chose qui a pris très rapidement. Et c'est bizarre. C'est ça, on sait qu'au niveau professionnel, au niveau entreprise, si on ne force pas un minimum la main, il ne se passe rien derrière. Donc on se retrouve finalement à devoir imposer des choses pour que par la suite on puisse en tout cas faire progresser les différents sujets qui deviennent de plus en plus présents par essence même, en tout cas par rapport à leur impact au jour le jour sur notre monde.
Ouais, mais c'est un sujet qui est très complexe parce qu'effectivement, on peut dire de façon assez simple, nous, en tant qu'individus, on peut faire des efforts, on peut voter pour les bonnes personnes qui vont mettre les bonnes lois et qui vont faire comme ça. Mais malheureusement, c'est pas aussi facile parce que il y a des verrous, aussi bien, il y a certains très riches qui bloquent certains trucs, toute la manipulation aussi qui se fait aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux des réseaux sociaux, les médias qui sont tenus par des gens qui ont d'autres intérêts que nous et qui orientent. Enfin, c'est pas aussi simple que ça peut l'être, quoi. Par contre, c'est vrai que il y a une étude qui est, je sais plus, alors il ne faut pas me demander pour les ours, c'est pas ma spécialité comme ça, pas de tête en tout cas, mais qui disait que il y a énormément de gens qui seraient prêts à faire des efforts, que ce soit au niveau climat ou en tout cas au niveau environnement, etc. Mais à condition que les personnes qui sont au pouvoir, les riches, etc., soient aussi dans le même cas. Parce que le problème, c'est que nous, en tant qu'individus, si on arrive à baisser notre empreinte carbone, à limiter tous nos usages, etc., je pense qu'on est tous prêts à le faire. Mais quand on regarde telle personne qui fait un aller-retour en jet privé pour aller voir... Demandez non à un ancien Premier ministre par hasard, un aller-retour en jet privé entre Paris et Pau et qui fait l'inverse dans la même soirée, juste pour assister à une réunion du conseil municipal qu'il préside d'ailleurs, alors que normalement on n'est pas censé faire maire et Premier ministre. Bah, c'est vrai que, mais ça c'est courant en fait, c'est des pratiques qui sont régulièrement dénoncées, mais qui finalement ont peu d'impact parce que dès l'instant où on arrive dans certaines sphères où il y a du pouvoir, où il y a de l'argent, bah, concrètement, il y a de l'argent et du pouvoir, donc on s'en fiche. Et c'est vrai que sur ces aspects-là, c'est quand même assez fou de voir que ça ne bouge pas, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, cette étude que j'avais vue, elle montrait que si les riches, on va dire au sens large, font les mêmes efforts, je crois c'était genre de 85% de la population qui était prête à bouger, mais de façon drastique, hein. Je ne dis pas juste manger un peu moins de viande ou se dire, allez, cette année, je fais 1000 km de moins avec ma voiture. Non, c'est arrêter de prendre l'avion, devenir végétarien, des vraies mesures. Ils sont prêts de le faire. Et c'était de l'ordre de 85% des gens étaient capables de le faire si les riches le faisaient aussi. Par contre, si les riches ne le font pas, on descendait, mais ça chutait à 30%, je crois. Enfin, c'était impressionnant, quoi. C'est là où peut-être on voit en tout cas un petit peu une sorte d'espoir entre guillemets là-dessus, c'est qu'on voit que les jeunes, en tout cas la jeune génération, les nouvelles générations sont plus enclins à appréhender ces sujets-là et ont l'air d'être bien plus dynamiques là-dedans. Voilà. Je suis pas aussi optimiste que toi là-dessus. Donc, c'est pas des salades, c'est 6 volumes. C'est sorti donc début juillet, un peu avant pour les souscripteurs qui auraient participé au projet qu'on avait proposé quelques mois auparavant. Ces volumes, vous pouvez les prendre sur le site internet et les retrouver en librairie. N'hésitez pas à les commander. Hop, tiens, si je dis pas de bêtises, je peux peut-être tout vous montrer d'un coup. Voilà. Et pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, les sujets liés à l'écologie, c'est quelque chose qui on va dire, que tu lâches pas depuis plusieurs années, puisque il y a eu entre les deux, en tout cas avant l'arrivée de cette salve de C'est pas des salades en librairie, donc hop, voilà, je vous montre l'arrière, voilà, hyper joli, c'est sympa. Pour le coup, il y a un autre gros projet qui t'a pris du temps, tu le disais, à mettre en place. C'est un bouquin qui est sorti chez des collègues Glénat, chez les collègues Glénat, qui s'appelle Horizon climatique. Attends, je regarde juste, il y a quelques petits commentaires à regarder. La responsabilité, c'est comme les marges d'action individuelles et collectives. Personne n'est crédible, et encore moins ceux dont l'impact est le plus délétère si tout le monde renvoie la balle au voisin. C'est ça. Hop, on est d'accord. Hop, le sujet semble passionner, en tout cas, certains en commentaire formidables. Horizon climatique, il n'y a pas que lui qui est passionné. Horizon climatique, tu peux nous en parler un petit peu? C'est un projet que tu as mené avec Iris Amata-Dion, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon, j'arrive à lire. Et j'ai toujours peur d'écorcher les noms quand je les son prénom, c'est Iris. Son prénom complet, c'est Iris Amata, et son famille Dion. Mais je l'appelle tout le temps Iris, quoi. Non, ce projet, il est arrivé... non, c'est bon.
ce projet, il est arrivé à point nommé, on va dire, parce que moi, j'étais toujours dans cette optique, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en avais marre des éditeurs et je me posais beaucoup la question de est-ce que je continue tout simplement la BD. Est-ce que je trouvais d'autres façons de... Moi, j'avais besoin de parler environnement, donc c'est comme ça que sont nées les salades, effectivement, et la BD en elle-même, j'étais un peu, à part Sticky Pants, qui était plus un défouloir, pour le reste, j'étais pas parti pour en refaire. Et à ce moment-là, où moi j'étais plutôt dans l'optique allez, c'est fini, j'ai reçu, à travers Gaume qui a illustré 2 des bouquins pour les salades, une proposition. Lui, il a reçu dans son atelier une scientifique, donc Iris Amatadian, qui cherchait un dessinateur pour travailler avec elle sur un projet de vulgarisation des travaux du GIEC. Et il m'a envoyé ça, j'ai lu les 10 premières pages, puis j'ai pas réfléchi plus longtemps, j'ai dit vas-y balance tout le scénar, je suis partant quoi. Donc elle avait déjà travaillé pendant 2 ans et demi dessus. Alors bon, 2 ans et demi, c'est pas 2 ans et demi à temps plein parce que elle travaillait à ce moment-là chez Météo France, dans le centre, alors je sais plus, elle a bougé entre temps, mais donc c'est une scientifique du climat, sa spécialité, elle a fait une thèse sur l'atmosphère, etc. Et donc elle a écrit tout un scénario. Elle a d'abord commencé par faire des interviews de 9 scientifiques liés à différents corps de métier, on va dire, liés au climat. Donc on rencontre aussi bien des gens qui sont sur la physique de l'atmosphère que des économistes, que des gens qui sont plutôt sur la biodiversité, d'autres sur les liens avec les politiques, etc. Donc elle a fait des interviews de 9 scientifiques comme ça, très différents, et elle les a regroupés dans une histoire où on va les rencontrer les uns après les autres. C'est de la BD documentaire. Et elle m'a refilé le BD. Donc son scénario était fini. Moi, j'ai retravaillé alors, au niveau de la narration, au niveau de la vulgarisation, parce que des fois, c'est vrai que comme elle est aussi scientifique, elle a des fois du mal à se dire que certaines courbes ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, des choses comme ça. Et moi, j'ai vraiment travaillé pour que ce soit le plus accessible et compréhensible. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en scène dans l'histoire, ce qui permet de rendre immersif les différentes conférences et rencontres, comme on peut le voir sur la planche que j'ai mis en avant. On te voit tout en haut à gauche, à côté d'Iris. C'est un process qui s'est rapidement établi en fait entre vous, parce que même si le scénario était complet, est-ce que toi tu as dû remanier un petit peu des éléments pour le rendre un peu plus BD entre guillemets Alors j'ai remanié sur le scénario, j'ai pas trop touché les 2 personnages existaient déjà. C'est juste qu'au final on s'est dit faut que ce soit le deuxième personnage un peu naïf qui joue le rôle du naïf, faut que ce soit moi en fait, même si au final dans la BD il débarque, il connaît rien. Moi, je suis quand même renseigné, mais peu importe, il fallait que ce personnage, ce soit moi. Le scénario, je n'ai pas touché parce qu'il existait déjà. Ouais. Après, j'ai plus joué sur la narration, la façon de raconter les choses pour que ce soit fluide et clair. Et en fait, à travers ce personnage qui me représente, donc Xavier, là qu'on voit en bas à gauche, ça permet au lecteur de s'identifier à lui et de découvrir les choses en même temps. Et en plus de ça, parce qu'il y a cette structure en 9 chapitres qui correspond aux 9 rencontres, donc les 9 scientifiques rencontrés, il y a une structure parallèle qui est liée aux différentes émotions qu'on peut traverser quand on se confronte à ces problématiques. Donc on s'est basé sur la courbe du deuil, la courbe du deuil de Johanna Macy. Enfin, je crois pas que ce soit elle qui l'ait sortie à la base, mais en fait, c'est le principe de quand on a un choc, au départ, on peut être dans le déni, on passe par la colère, après on essaye de négocier, puis on peut tomber en dépression pour après, parce que ça ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est important, c'est repartir dans l'acceptation, comment on intègre tout ça, etc. Donc il y a vraiment une structure qui est basée là-dessus, donc chaque chapitre correspond à une émotion comme ça. Et puis tu as une utilisation qui est renforcée au niveau des chapitres via la couleur. C'est vrai que j'essaie de vous montrer des images qui... Alors ça, c'est des images du premier chapitre. Effectivement, chaque chapitre a sa propre couleur. Ça permet aussi de revenir sur différents... S'il y a un thème, je disais tout à l'heure qu'il y en a un qui parlera peut-être plus économie, par exemple. On sait que l'économie, c'est le chapitre qui a une couleur, une dominante jaune. Donc hop, on ouvre le bouquin, chercher
chercher une info sur l'économie, pouf, je la trouve facilement. Et en plus, ça apporte ce côté, on va vers la dépression, donc c'est plus on va vers la dépression, plus les couleurs sont désaturées, et après, les couleurs retrouvent justement de la couleur. Est-ce que ça a été facile, du coup, de rencontrer ces personnalités, ces scientifiques, tout simplement? Comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Est-ce que tu as eu des rapports directs avec eux? Voilà, comment ça s'est passé, tout ça? Alors, sur ce projet, les interviews étaient déjà faites. Moi, j'ai quand même pu en rencontrer, si je ne dis pas de bêtises, 3 avant de commencer à dessiner. Après, j'en ai rencontré au fur et à mesure. Mais ils sont tous différents, en fait. Il y en a qui restent très positifs, très engagés. Il y en a 2, 3 parmi eux là, qui vont régulièrement voir les gouvernements, Macron, leur faire des cours, etc. Il y en a qui sont plutôt sur la réserve, limite, je ne veux pas trop en dire parce que j'ai peur de déprimer. Il y en a qui se disent moi, je ne parle plus aux politiques, ils m'enquiquinent. Et ils parlent ils se disent je vais me concentrer sur l'enseignement, donc ils vont vraiment voir, ils donnent des cours dans les universités, etc. Il y a vraiment de tout, en fait. Et est-ce qu'ils ont déjà pu... Est-ce que, pour le coup, tu as eu des retours de leur part sur le travail que vous aviez effectué? Est-ce que, quel retour vous avez pu avoir, en fait? Ils sont tous hyper contents, quoi. Enfin, ils sont... il y a même des fois, on a pu faire des conférences, il y en a qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Il y a même certains des scientifiques qui utilisent des planches de la BD pour leurs propres cours. Non, ils sont tous super contents. Aussi bien de devenir quelque part un héros de bande dessinée. Pour certains, ça leur fait quelque chose, quoi. Et puis aussi bien pour le travail. Enfin, nous, avec ce bouquin, on a de super retours au niveau du monde académique, des écoles, etc. Il y a plein de profs qui veulent reprendre les planches. Et ça, ils le voient bien, eux, en fait, ces scientifiques. Et pour info, on travaille sur un nouveau bouquin. J'allais dire, est-ce qu'on peut évoquer éventuellement l'envie d'avoir une suite, même si, bon, je sais que tu fais ça, mais bon, voilà, est-ce que tu peux en parler un peu Oui, je peux en parler. C'est Horizon Climatique 2, le retour avec 9 nouveaux scientifiques? En l'occurrence, ça va être 9 à nouveau, oui. On le sait depuis 2 semaines, même pas. Alors, ce ne sera pas sur le GIEC. Ce ne sera pas sur le GIEC parce que, bon, on peut aussi changer. Il n'y a pas que ça comme sujet à aborder. Ce sera sur l'IPBES. Donc, pour ceux qui ne savent pas, et à peu près généralement les gens ne savent pas, c'est la même chose que le GIEC, mais pour la biodiversité. Et donc là, on est en train, donc on fait les interviews. Donc là, par contre, comme le projet, je suis dessus dès le départ, je fais aussi les interviews avec Iris. Enfin, Iris, c'est quand même elle, mais je suis présent à toutes les interviews. Et c'est passionnant. Et c'est encore plus dur que ce bouquin-là. Ouais. Pourquoi? Parce que on va dire, tu y participes de manière plus grande, alors que sur le premier, les entretiens, comme tu disais, étaient déjà faits. Là, tu es obligé finalement de réfléchir différemment à la manière d'aborder les rencontres. Non, alors ça, je dirais que c'est plus intéressant pour moi parce que j'ai vraiment les mains dedans dès le départ, quoi. Ouais. Et ça ne le rend pas plus difficile. Ce qui le rend le plus difficile, c'est que c'est le sujet, en fait, tout simplement, qui est beaucoup plus complexe. Le climat, enfin, c'est bête, hein, mais c'est tout bête, le climat. On émet trop de carbone, il faut arrêter, mettons-nous d'accord avec les solutions qu'on a pour diminuer ça. Après, je suis d'accord, il y a plein de barrières, plein de verrous pour faire que ça bouge pas aussi vite qu'on voudrait. Mais en fait, la question du climat est très simple. La question de la biodiversité est beaucoup plus complexe dans le sens où déjà, les 5 causes majeures de la crise de la biodiversité actuelle, donc il y en a 5 déjà, et l'une d'elles, c'est le climat. Donc c'est qu'une petite partie, en fait. Et en plus de ça, il y a parmi les verrous, donc il y a toujours les mêmes verrous que le climat, mais il y a aussi le fait d'ailleurs, on consacre tout un chapitre à ça, c'est qu'est-ce que c'est que la nature, en fait? Est-ce que l'homme fait partie de la nature? Est-ce qu'on est au-dessus de la nature? Et c'est toutes les visions de la nature qu'on peut avoir qui font que on n'avance pas, en fait. Et il faut écouter, tout ça, je dis ça, mais c'est vraiment étudié par l'IPBES, il y a même un rapport complet là-dessus.
qui étudie quels sont les savoirs des différentes populations dans le monde, comment prendre en compte ce que eux ont appris au fil des années, des centaines d'années, des millénaires, quoi. Donc c'est... Voilà. Je vous ai mis un lien si vous voulez y aller. Mais c'est vraiment complexe et passionnant à la fois. Donc, et ça te permet toujours de creuser un peu plus cette thématique liée à l'écologie au sens large pour toi. Donc, tu as d'autres envies comme ça, d'autres sujets que tu as envie de prendre en main, en lien avec l'écologie ou pas, d'ailleurs? Alors, actuellement, j'ai vraiment trop la tête là-dedans. Non, le truc, si j'ai une envie qui commence à montrer le bout de son nez petit à petit, c'est peut-être de faire un truc plus personnel, parce que ce soit dans Horizon Climatique, sur le GIEC, sur le bouquin sur lequel je travaille, sur les PBES, comme sur les salades, ça reste des bouquins que je veux le plus neutre possible, c'est-à-dire je veux pas mettre mon avis, je veux pas, même si on parle pas ou peu de militantisme, parce qu'on veut parler des faits, en fait. On veut pas rentrer dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Et peut-être que justement, j'aimerais pouvoir parler un peu plus de ce que je ressens, de choses comme ça. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. À travers un livre qui ferait le lien entre tout ça, peut-être? Peut-être, ouais. Et donc, est-ce que tu as d'autres projets d'ailleurs en dehors d'Horizon Climatique, donc on va dire le SAV d'Horizon Climatique, des salades et ce nouveau projet dont vous avez peut-être déjà le titre, non? Non, on n'a pas le titre encore. Enfin, on a des titres, mais ils sont tout pourris, donc ils ne resteront pas. Voilà. Un petit commentaire qu'on rajoute. Hop. Voilà, le climat n'est pas un visage qui nous regarde, c'est abstrait, on ne prend pas en photo le climat, le vivant qui s'effondre, en revanche, est concrètement monstrueux. C'est vrai que les espèces, on va dire, se réduisent comme peau de chagrin à mesure du temps. Savoir que comme des dominos, tous les écosystèmes sont touchés, que tout est en péril concret, il faut avoir la raison accrochée. Donc, tu as un bravo d'enchaîner des sujets comme ça, on peut le redire, un bravo Xavier. C'est jamais simple, et surtout sans donner son avis, en vrai c'est hyper compliqué, c'est souvent une cause de scission en fait, ou de dispute chez les gens, de se dire non mais tu donnes ton avis, c'est pour ça que c'est orienté. Bah, en fait non, il n'y a pas d'orientation quand on reste factuel, qu'on essaie d'être le plus scientifique possible dans la démarche, et c'est à mon sens la bonne manière en tout cas d'avoir la base pour partager autour. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours ce qu'on s'est dit, c'est que si on... Enfin, c'est dur pour nous, et des fois on veut mettre notre avis, on veut en parler un peu plus, mais si on commence à rentrer dans des questions de militantisme, des trucs plus personnels, on va perdre des gens en fait. Il y a des gens qui vont dire non mais c'est bon, je t'écoute pas, ça sert à rien. Et ça, sur ce genre de livre, c'est hyper important, d'une part d'être... rester objectif, c'est-à-dire c'est les faits qu'on présente, et puis d'autre part, ne pas se tromper. Parce que si c'est un livre où quelqu'un qui s'y connaît un petit peu voit une erreur, moi ça m'est arrivé de lire des livres en fait, où je vois une erreur dedans, et les autres trucs que je connais pas, qu'on me raconte, mais en fait je peux pas avoir confiance. Si moi j'ai vu une erreur, je peux pas avoir confiance. Donc c'est pour ça qu'on est toujours, que ce soit sur les salades comme sur ces bouquins, c'est toujours relu et relu là, que ce soit Horizon Climatique ou le prochain livre, tous les chapitres sont relus par les scientifiques en question, et pas une fois. Hein. Moi, j'en suis à quasiment 10 versions par chapitre, parce qu'il y a des corrections, il y a des retours, des allers-retours avec les scientifiques qui nous corrigent, et parfois, c'est juste des petits mots par-ci, par-là, ils veulent pas que ce mot-là soit comme ça, parce que c'est pas tout à fait juste. On parle de la crise de la biodiversité. Typiquement, on va en parler dans le bouquin, mais on ne parle pas de 6e extinction de masse. Enfin, on en parle pour dire que non, on n'est pas dans une 6e extinction de masse. On prend la direction de, mais on n'est pas dedans, loin de là. Mais si on continue comme on fait, effectivement, on peut aller vers une 6e extinction de masse. Donc il y a plein de choses comme ça où c'est des choses qu'on entend partout. Oui, on entend souvent, on est dans la 6e extinction de masse. Non, c'est faux en fait. Factuellement, c'est faux. On prend la direction de, mais on n'est pas dedans en tout cas. Et est-ce que tu crois que le médium BD, pour le coup, est une façon autre, différente de pouvoir le présenter?
On a déjà vu, c'est vrai, Le Monde sans fin qui a fait un carton et qui a pu permettre, sur notamment plein de plateaux médiatiques, d'évoquer en tout cas les sujets de que Jean-Marc Jancovici évoquait dans le bouquin. Et là, avec Horizon Climatique, vous apportez un autre angle, en tout cas d'autres extensions, on va dire, de ce sujet-là. Les livres, en l'occurrence, trouvent leur public. C'est vrai qu'Horizon Climatique a plutôt bien fonctionné. Je pense on l'a bien vu, en tout cas en librairie, etc. En tout cas, voilà, si l'envie de faire, entre guillemets, un nouveau volet arrive, c'est que forcément l'accueil a été plus que positif. Ça, tu penses que c'est un biais intéressant, en tout cas, plus facile à aborder via la BD pour les lecteurs qu'il y a des gros bouquins d'études compliqués, qu'on pourrait penser compliqués. Je pense que les gros bouquins compliqués, ils sont super intéressants. Moi, j'en ai lu quelques-uns justement pour me documenter, mais c'est pas accessible à tout le monde. Enfin, faut vraiment avoir envie de se plonger dedans. Souvent, par rapport à la transmission de connaissances, souvent ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est la vidéo. Il y a plein de vidéos hyper intéressantes qui existent. Le problème de la vidéo, il y a des avantages et des inconvénients. Je dis pas que le livre est mieux, mais c'est complémentaire. Le problème de la vidéo, c'est que souvent, ça va très vite. On n'a pas le temps de bien comprendre ce qui nous est dit, de bien prendre le temps d'assimiler ce qui se passe, etc. Et puis, généralement, on ne revient pas en arrière pour dire « Attends, j'ai pas bien compris » ou quoi que ce soit. La vidéo, elle passe, et puis on passe à autre chose, quoi. Alors que le livre, il est là, en fait, il reste. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les couleurs. C'est quand même... nous, on parle souvent par rapport à Horizon Climatique, on dit c'est un outil. C'est-à-dire que c'est une BD qu'on prend plaisir à lire, parce que c'est une histoire aussi, hein, c'est pas juste on vous balance des trucs. Mais c'est aussi un outil, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec le tonton climato-sceptique à Noël, et puis on a besoin de trouver des arguments pour expliquer tel ou tel truc, on peut reprendre le bouquin et sortir ce qu'il faut. Donc ça nous permet à la fois de rentrer plus profondément dans les sujets, parce que c'est horrible. Quand je dis des phrases comme ça, je pense à Sticky Pencil. Je suis biaisé, quoi. Non, mais ça permet, si on vulgarise trop, les gens ne comprennent pas. Enfin, ils enregistrent l'information, mais ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables de la réexpliquer. Alors que il y a même une scientifique qui nous a dit « Ce que vous faites, vous, ce n'est pas de la vulgarisation, c'est de la médiation ». Et je suis assez d'accord avec elle, parce qu'on transmet les infos telles quelles. On s'arrange pour qu'elles soient compréhensibles, mais on les transmet telles quelles, de sorte à ce que le lecteur puisse comprendre ce qu'on lui explique et pouvoir le réexpliquer derrière. Et c'est ça, après, donc, comme c'est un livre, si c'est un petit peu lourd, il peut prendre un peu plus le temps de lire, le temps de prendre bien, regarder telle figure, etc. Et puis après, il peut s'en servir pour expliquer, alors qu'une vidéo, tu ne peux pas faire tout ça. Non. En tout cas, c'est une manière, en tout cas, qui, à mon avis, me semble assez juste et plus abordable, accessible à un plus grand nombre. Donc, effectivement, avec l'approche qui est la vôtre, pour le coup, la tienne aussi, pour le coup, avec les salades, ça permet d'évoquer des sujets qui pourraient paraître complexes, abscons, et les rendre beaucoup plus concrets et, en tout cas, leur donner l'opportunité d'avoir une réflexion derrière, une évolution par rapport à des prérequis que l'on a au quotidien. Voilà. Écoute, ouais, je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot, Xavier, à nous donner, en tout cas, avant que je te remercie d'avoir si bien parlé? Non, j'ai pas grand-chose à dire. On vit pas une période très facile en France actuellement. Ce serait bien de faire bouger les choses, mais oui. Entre l'atmosphère, on peut dire un peu anxiogène et les différents sujets mis sous le tapis, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très facile d'entrevoir les choses de manière positive, et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire pour, au contraire, essayer de faire progresser les choses dans le bon sens. Il ne faut pas lâcher, en fait, parce que si on lâche et qu'on se retrouve avec des équivalents Trump ou pire, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Et puis, écoute, en tout cas, je te remercie en tout cas d'avoir passé cette matinée, en tout cas à partager ton expérience et surtout ton parcours. Et on espère en tout cas que ça vous aura donné envie de découvrir C'est pas des salades et Horizon Climatique. Et en attendant le prochain titre mystérieux, donc sur lequel Xavier et Iris travaillent. En tout cas, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, où cette fois-ci, je crois que le sujet sera
Bernier Wrightson dans un tout autre univers. Voilà, bon, écoutez, à très bientôt. Je vous Merci dis au revoir. beaucoup. Bye. Ciao.